Comment obtiennent-ils les informations en provenance d'Ukraine? Je parle de l'administration Trump. Les reçoivent-ils des services de renseignement britanniques? Les obtiennent-ils directement des Ukrainiens? Ou bien disposent-ils d'une sorte d'agence dans la région qui recueille les informations et les envoie aux États-Unis? Eh bien, Larry l'a expliqué hier lorsqu'il parlait à Garland. Et Larry sait, contrairement à moi, il a une expérience directe en tant qu'officier de la CIA. Les principales informations proviennent de la liaison. Qu'est-ce que ça signifie? C'est ukrainien et britannique. Et vous savez, cela vous dit tout ce qu'il faut savoir sur ces gens-là. Ce sont des amateurs quand il s'agit d'évaluer la véracité des informations. Tous ces termes sophistiqués comme hypothèse concurrente et méthode, ils ne les utilisent pas. Je veux dire, les rares personnes qui comprennent ce qui se passe n'ont aucune influence. Surtout quand on considère que le directeur de la CIA est un russophobe fanatique. Il déteste la Russie à un point extrême. Alors, que voulez-vous? Voilà, vous pouvez leur vendre n'importe quoi. Ils achèteront n'importe quelle idée venant du MI6 ou de l'Ukraine, comme les Russes mangent des bébés au petit-déjeuner. Ils accepteraient cela bien volontiers. Et ainsi, nous avons vu en somme un effondrement total de l'appareil de renseignement militaire de l'Occident uni, et il est en déclin sur le point de disparaître. Les États-Unis tiennent encore le coup, mais pas l'Europe. L'Europe a été vaincue. Si l'on regarde les vidéos du Nouvel An à Milan, en Italie, en Allemagne, des soupes populaires, de la nourriture gratuite pour les gens, il y a des files d'attente immenses, longues de plusieurs kilomètres. Ce qui est triste, bien sûr, mais c'est la direction qu'ils prennent, et rien ne peut plus l'arrêter. Et voilà le résultat. Ils réagissent violemment malgré tout, mais ils ne peuvent pas réparer la situation. Pensez que quelque chose va changer. Eh bien oui, mais ils doivent comprendre. Quant au siège de la CIA à Langley, sans même parler du MI6 à Londres, on ne peut pas en prendre de photos, vous savez, on ne peut même pas en faire d'images. Oui, bien sûr. Donc ils n'ont évidemment pas vérifié les capacités optoélectroniques de la Russie, contrairement à notre ami commun qui croit encore qu'ils n'en ont pas. Bon, c'est une toute autre histoire. Mais oui, c'est en fait le meilleur, encore mieux que la résolution des satellites Keyhole aujourd'hui. Les Russes peuvent réellement voir des personnes précises entrer et sortir si nécessaire, tu sais. Ces coordonnées sont fixes et facilement ciblables, et il n'y a rien que l'Occident combiné puisse faire pour l'empêcher si cela devait arriver. Et encore une fois, il y a une chose, par exemple, qu'aucun des pays occidentaux, y compris les États-Unis, ne possède. La Russie peut éliminer ces organisations sans endommager le reste de la ville, en épargnant des vies civiles. C'est aussi simple que ça. Et nous le savons, tu vois de quoi je parle. Ce n'est pas seulement une réaction. Il existe d'autres systèmes capables de faire ce travail facilement. Et voilà. Mais oui, c'est ce que sont ces gens-là. Et encore une fois, quand on regarde cette fraude académique produite par exemple par ces usines à diplôme d'Oxford dans les sciences humaines, c'est de là que viennent la plupart des politiciens britanniques. Oui, c'est la seule chose qu'ils savent faire. Je veux dire, ils peuvent tuer le chat de Skripal, kidnapper sa famille et les garder. On ne sait même pas s'ils sont encore en vie. C'est là qu'ils excellent, tu vois. Mener une guerre? Non. Zelensky, dans son message du Nouvel An, a déclaré qu'il pourrait être plus proche de la paix, peut-être au début de l'année 2026. Mais après tout, ils ne vont pas se retirer de la région du Donbass. Comment cela pourrait-il être réalisable? Andrei, la position de la Russie a-t-elle changé depuis la dernière fois que nous avons parlé? Oui, c'est le cas. Des personnes comme M. Lavrov, Mme Zakharova et bien d'autres l'ont déjà déclaré.
La situation s'est durcie, elle va se reproduire. Écoutez, il faut regarder la ligne de contact des combats là-bas. Les rares personnes, même au Pentagone, qui possèdent encore un certain niveau d'expertise, qui comprennent réellement et peuvent évaluer correctement la situation, voient bien ce qui se passe. La dernière fois que j'ai vérifié, c'était hier, l'armée russe se trouvait à environ 11 km de la périphérie de Zaporizhia. 11 km, soit environ 6,7 miles, vous savez. Et c'est principalement une zone de steppe, sans aucune forêt ni rien de ce genre. Et cela continue partout. Donc, bien sûr, ils peuvent faire semblant de ce qu'ils veulent. Ils peuvent raconter toutes sortes de bêtises, du genre « oui, nous allons les débloquer ». Ils ont essayé. Une compagnie de chars a tenté de revenir près de Kopanz. Bien sûr, ils ont tous été tués et incendiés. Voilà la réalité. Il n'y a aucune capacité là-bas. Je veux dire, ils peuvent mener des actes de terrorisme. Le terrorisme est l'arme des faibles. Et l'OTAN est un mort en sursis. Elle est militairement faible, tout comme les États-Unis. C'est à peine utile pour... Je ne sais même plus à quoi cela sert. Ils ne peuvent pas mener de véritables opérations interarmes à grande échelle, surtout contre une puissance de même niveau. Et beaucoup de gens ne comprennent pas, et je le dis depuis 10 ans, que c'est les États-Unis qui sont la puissance quasi égale, pas la Russie. Et donc, ils continuent avec cette, tu sais, harangue. En gros, ils font semblant d'être les maîtres du monde. Et plus ils le font, plus ils se ridiculisent. Oui, c'est ça, l'effondrement civilisationnel. Il faut comprendre que tout ce que nous voyons se produire, y compris à l'intérieur des États-Unis, et surtout sur les plans économiques, industriels et scientifiques, l'Europe n'est tout simplement pas récupérable. Point final. Et les Européens, quand tu disais que les Européens s'en fichent, la majorité d'entre eux s'en fichent. Si demain tous les Russes étaient tués, la majorité, pas tous, s'en satisferaient. Ils seraient probablement même contents d'avoir mis la main sur les ressources de la Russie et oui, sur leur niveau de vie. C'est ça qui les intéresse. Andriy, si la guerre continue en Ukraine, si elle se prolonge, vois-tu un moment où elle pourrait s'étendre vers Odessa et Nikolaïev? Ou penses-tu que les Russes pourraient adopter une autre stratégie concernant Odessa, précisément? Je ne sais pas trop. C'est le sujet que tout le monde essaie de soulever. Et écoute, je ne suis évidemment pas au courant de ce que pense l'état-major général. Personne ne l'est, à part 2 personnes en gros. Enfin, 2 entités. Évidemment, le chef de l'état-major général, Valery Gerasimov, qui s'occupe spécifiquement du volet militaire, et bien sûr, M. Hutskoy et sa direction principale des opérations. Des gens comme Kostiakov seraient au courant. Donc évidemment, c'est hautement classifié, quels que soient les scénarios envisagés là-bas. J'en suis absolument certain. Il existe une éventualité à cet égard, et une planification a déjà été achevée, incluant la possibilité d'aller à Odessa et de la prendre physiquement. Il serait absolument inapproprié pour tout état-major sérieux de ne pas avoir ce type de planification. C'est ce qu'on appelle une planification d'urgence. Alors, vont-ils le faire? Cela relève évidemment de la décision du leadership politique. C'est du ressort du Conseil de sécurité. Il ne s'agit pas seulement, vous savez, de Vladimir Poutine en tant que figure politique toute puissante. Il est sans aucun doute l'homme politique le plus puissant du monde aujourd'hui. Mais malgré tout, cela passe par le Conseil de sécurité, où tout le monde, de M. Medvedev à M. Lavrov, de M. Gerasimov à M. Belousov, siège et décide de la marche à suivre. Peuvent-ils le faire? Oui, ils le peuvent. Le feront-ils? Je ne sais pas. Et Andrei, tu sais, l'un de nos amis, ton ami et le mien, le colonel Jacques Beau, est sous sanction en Europe à cause de ce qu'il a dit sur le conflit en Ukraine, principalement sur l'Ukraine, et sa position concernant la guerre là-bas.
Quand l'Europe en arrive à sanctionner l'un des citoyens les plus respectables de Suisse, qui, soit dit en passant, ne fait pas partie de l'UIEBR, mais comme il vit à Bruxelles, en Belgique, ils peuvent lui imposer beaucoup de sanctions et de pressions. Mais que se passe-t-il à l'intérieur de l'Europe pour que ces personnes, celles qui se préoccupent de l'avenir de leur pays, de l'avenir de l'Europe en particulier, soient d'une certaine manière réduites au silence par l'Europe, par les partis politiques là-bas? L'Europe est finie, encore une fois. Je veux dire, combien de fois faut-il le dire? C'est probablement pour cela que certains autres Européens ne m'invitent plus à leurs émissions. Parce que je dis, vous êtes finis, c'est terminé. Donc, les Européens sont complices. Ils ont laissé cela leur arriver parce qu'ils se sont contentés de ce niveau de vie qu'ils vont perdre. Ils sont déjà en train de le perdre. Il faut tout de même reconnaître un certain mérite aux Britanniques, qui ont compris que, même si leur élite politique est composée d'imbéciles, ils savaient qu'ils devaient rester aux côtés des États-Unis, parce qu'au moins, les États-Unis avaient une sorte de plan, même s'ils l'ont récemment gâché. Mais encore une fois, ils pensent pouvoir simplement attendre la fin de Trump. Le fait est que l'Europe est finie. C'est terminé. Elle n'a pas d'avenir. Ce sera le deuxième monde. On peut déjà le voir dans les villes européennes. Ce sont des trous à rats, sales. Elles ne pourront pas gérer l'immigration. Elles peuvent protester autant qu'elles veulent. On a dépassé le point de non-retour. La France, c'est fini. Elle n'existera plus comme État unifié ni comme nation française, probablement d'ici 15 ans. Je disais 2035. Certains disaient 2050, d'autres 2035. L'Allemagne, c'est terminé. Donc peu importe qui arrive au pouvoir. Et encore une fois, quel que soit le parti politique, cela ne change rien. 99% de ces partis suivront la même ligne politique, qui est bien sûr la haine de la Russie et de Poutine. À leurs yeux, ils pensent pouvoir, en gros, non pas s'étendre, mais poursuivre la guerre. Encore une fois, ils continuent leur vol et leur pillage. L'Europe est incapable de mener une véritable guerre, donc la seule chose qu'elle sait faire, c'est se ruiner elle-même. Et en fin de compte, elle se désintégrera. L'Union européenne se désintégrera. Et ensuite qu'ils aillent au diable. Ils peuvent, tu sais quoi, continuer à faire ce qu'ils font depuis 1000 ans, s'entretuer. S'ils vont vers l'Est, eh bien, plus aucun soldat russe ne mettra le pied sur le sol européen. Point final. Mais les armes russes, elles, le pourront. Et ce sera la fin de l'Europe telle qu'on la connaît. Alors, dans ce cas, les gens disent « Oh, je veux éviter toutes sortes d'accusations du genre. Oh oui, tu ressens de la Schadenfreude. » Non, je n'éprouve pas de Schadenfreude. Je regarde simplement la situation de manière réaliste et j'en parle sans interruption depuis 20 ans. L'Europe est finie. C'est juste que maintenant, les choses arrivent à leur point culminant, en somme. Nous savons qu'elle est en faillite et rien ne peut la sauver, tu sais. Quant aux États-Unis, eh bien, comme je l'ai déjà dit, regarde le Congrès américain ou les élites politiques américaines. C'est risible. Et voilà la fin. C'est ainsi que la fin se produit. La seule chose qui se passe en ce moment partout, c'est que la Russie essaie de garder la situation sous contrôle, d'éviter une escalade vers la Troisième Guerre mondiale qui se terminerait très vite. Que puis-je dire? Les Européens ont voulu cet avenir. Ils l'ont eu. André, nous avons entendu aux informations que les marines des pays des BRICS allaient organiser des exercices conjoints en Afrique du Sud en janvier 2026. Nous parlons souvent de l'OCS, qui est une forme de coopération en matière de sécurité, mais les BRICS, c'est autre chose. Des pays différents, avec des points de vue différents et leurs propres divergences. En tenant compte de tout cela, quelle est la signification de ces exercices conjoints? Qui est l'ennemi et quelle est la menace pour les BRICS?
Les exercices conjoints sont en grande partie une routine. Ne vous y trompez pas, mais il faut garder à l'esprit qu'au cœur de ces exercices conjoints se trouvent les marines russes et chinoises. Et puis bien sûr, en second plan, il y a la marine indienne, qui reste une force navale puissante, une composante militaire importante. Donc, il s'agit essentiellement de la manière dont la Russie et la Chine s'y prennent sur le plan militaire. Et il est évident qu'il s'agit de mettre au point une certaine forme d'interaction et de coopération. Cela ne fait aucun doute. Mais avant tout, les Russes et les Chinois font cela en continu, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est comme si, chaque semaine, on constatait que, tiens, les bombardiers russes et chinois effectuent des patrouilles conjointes, que les marines russes et chinoises mènent des patrouilles et des opérations communes, et ainsi de suite. Oui, c'est exactement ça. En gros, tout dépend de la Russie et de la Chine, de la manière dont elles façonnent l'aspect militaire des BRICS. Évidemment, nous savons que l'Organisation de coopération de Shanghai est plutôt axée sur la sécurité. Mais pourquoi ne pas inviter des membres des BRICS? C'est tout à fait naturel. Et encore une fois, gardons à l'esprit qu'il s'agit essentiellement d'exercices de routine. Au final, c'est entièrement à la Russie et à la Chine, avec quelques contributions de l'Inde, de déterminer comment elles développeront un cadre de sécurité adapté pour le continent eurasiatique. Et bien sûr, une partie essentielle de la sécurité de ce continent est la composante navale, surtout en tenant compte de toutes sortes de choses étranges comme l'AUKUS. Que dire de plus? Il s'agit peut-être simplement de développer la coordination et les opérations conjointes. Andriy, aux yeux des Russes et du gouvernement russe, considère-t-il toujours la Géorgie comme une menace? Ou cette affaire est-elle désormais réglée? Ne l'aperçoivent-ils plus de la même manière qu'avant? Et comment voit-il aujourd'hui la Géorgie et le Caucase du Sud? Je veux dire, non seulement la Géorgie, mais aussi en descendant vers l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Donc, de manière pragmatique, M. Aliyev a ruiné la relation, qui avait pourtant été très amicale, entièrement de son propre fait, évidemment, mais sous l'influence de toutes sortes de forces venues. Clin d'œil, tu sais bien d'où. Mais l'Inde, l'argent de sa famille est évidemment à Londres, et ils sont tous liés à Londres. C'est la seule ligne d'intérêt que les Britanniques ont, par exemple. Mais, pour une raison quelconque, ils ont surestimé ce qu'il était possible de faire. Et finalement, quand Aliyev et l'Azerbaïdjan se sont retrouvés encore coincés entre la Russie et l'Iran, ils ont reconnu que oui, il semble bien qu'ils doivent toujours réaliser le corridor nord-sud. Peu importe ce qu'ils en pensent. Il faut comprendre cela. Ce qui compte, c'est que les rôles limités concernent les pays situés en périphérie. D'accord? Ce sont évidemment des pays importants, mais ils sont loin, en termes de capacité, d'influence ou de poids géopolitique, d'acteurs comme l'Iran, sans même parler de la Russie. Ils doivent donc en quelque sorte essayer de survivre, surtout compte tenu de la situation économique peu favorable de l'Azerbaïdjan. L'Arménie, dans l'ensemble, est un pays en faillite. Il n'en sortira rien. Et oui, ils continueront d'élire le même dirigeant. Et n'oubliez pas, Erevan abrite la plus grande ambassade américaine au monde. Il y a une raison à cela. De toute évidence, la politique nationale et la psychologie arménienne reposent sur une seule chose, ce qu'on appelle la diaspora. Ah oui, nous avons tous nos parents et amis aux États-Unis. Ils viendront nous aider. Très bien. Les Russes ont dit, bien sûr, oui, débrouillez-vous. Mais la Géorgie est évidemment un cas à part. N'oubliez pas que les Géorgiens évoqueront sans cesse la question de la ville du Sud-Ouest, et bien sûr, de l'Abkhazie. Mais le fait est qu'ils ont compris, par eux-mêmes et en leur fort intérieur, surtout en observant l'Ukraine. Et ce ne sont pas des gens stupides, John Johnson. Ils ont compris qu'ils pouvaient être utilisés de la même manière.
Eh bien, ils ont essayé de l'utiliser en 2008. Cela s'est très mal terminé pour eux en 5 jours. C'était d'ailleurs essentiellement un signal adressé au Pentagone, vous savez. Alors, que puis-je dire? Il y aura des tentatives de déstabiliser le Caucase. C'est ce que font surtout les Britanniques. Pour une raison ou une autre, ils se considèrent comme des spécialistes de la Russie et du Caucase. Mais au fond, c'est comme un chihuahua qui essaye de provoquer quelqu'un, un bulldog. Surtout quand on regarde la situation économique et ce que représente la Russie en elle-même. Il n'y a que dans la communauté du renseignement américaine qu'on croit encore que la Russie est restée bloquée dans les années 90. Vous ne pouvez pas expliquer cela à ces gens qui ont étudié l'économie, vous savez, avec toutes sortes de diplômes des universités de l'Ivy League ou d'ailleurs. Ils ont été recrutés pour ça. Les gars, vous ne comprenez pas ce qu'est une véritable économie. La Russie est un monstre économique. Et donc, ces pays, avec des rôles limités, surtout dans le Caucase, devront d'une manière ou d'une autre suivre la direction générale. Mais prenez Aliyev, par exemple. Il a perdu toute influence à l'intérieur de la Russie, surtout avec le démantèlement de la diaspora azerbaïdjanaise. Diaspora étant un euphémisme pour désigner des groupes du crime organisé. Et c'est pour cela qu'il réagissait de manière aussi impulsive. Donc maintenant, les relations ne seront plus amicales. Ce ne sera plus, tu sais, Vladimir Poutine qui appelle en disant « Comment pouvons-nous décider des choses ?» Non. Ce sera « Très bien. Voici les conditions. Tu veux le faire, sinon pas de problème, tu es seul, et nous prendrons la suite à partir de là. » Et surtout maintenant, quand soudain, oh mon Dieu, il y a une voie ferrée alternative passant par le Turkménistan. Ils ont eu leur temps, leur moment de gloire, et c'est fini maintenant. Les choses ont changé.